Bonjour à tous et surtout belle année 2022 qui démarre bien avec Las Vegas. Laurent, tu peux bien dire bonjour aussi. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Et puis Christophe. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Voilà. Donc nous sommes une cinquantaine actuellement là, c'est ça? Ouais, on est un peu plus de 50 connectés là, ouais. Sur 90 prévus. Inscrits, ouais. Donc on démarre. Il y a quelques entreprises là, qui sont présentes avec nous ce soir et qui ne sont pas encore membres d'International West Club. Donc j'espère qu'ils le seront prochainement. En tout cas, on les accueillera avec plaisir. Et donc l'International West Club est un club d'exportateurs qui est géré donc, par la Chambre de commerce de Nantes, Saint-Nazaire. Et l'objectif, donc, c'est l'échange et le partage d'expériences entre exportateurs sur les thématiques pays ou sur les enjeux techniques de l'internationalisation des TPE. Et nous réalisons donc assez régulièrement sur les enjeux de financement, sur la logistique et d'autres sujets. En tout cas, il y a une très bonne ambiance au club. Et donc, on sera ravis d'accueillir encore plus d'adhérents en 2022. Exactement. Christophe peut peut-être d'ailleurs… Christophe, tu peux compléter? Voilà, ce que moi j'ai trouvé à l'IOC, c'est effectivement, comme le dit Daniel, c'est les échanges. Et surtout de constater qu'on a tous les mêmes problèmes, qu'on rencontre tous les mêmes problèmes à l'exportation. Et donc de confronter ces problèmes et de confronter aussi nos solutions. Donc c'est ça qui m'apporte beaucoup à l'IOC. L'autre point aussi, c'est de sortir la tête du guidon. Moi, je suis à la tête d'une TPE et donc on n'a pas beaucoup l'occasion de rencontrer d'autres pairs. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on va parler du CES. Moi, je fabrique des capteurs essentiellement pour les objets connectés. Donc, on va en parler de la technologie. Voilà. Bon. Merci. Alors, c'est Laurent. Merci à vous. Cap sur Vegas. Eh ben, Cap sur Vegas, un Back to Vegas, ça, c'est le retour après 2 ans quand même. Hein. On est quand même bien content, même si vous allez voir, les conditions sont un peu particulières, mais l'essentiel, c'est quand même d'y être. Alors, nous avons réuni ici un plateau assez intéressant et assez presque improbable. Hein, c'est pas un plateau habituel. On est au CES qui à l'origine est le Consumer Electronics Show. Donc, dans un premier temps, avant de vous parler des gens qui sont autour de la table, je vais vous donner le programme. On va vous expliquer un peu ce que sont les tendances de cette année et un petit peu la température du salon avec Michael Toby et Emotic. Alors, Emotic, vous les connaissez parce qu'ils font les objets connectés, donc ils ont toute leur place ici, mais il se fait qu'ils organisent aussi des Learning Expeditions au CES depuis de nombreuses années, depuis 16 ans. Ils vont nous expliquer tout ça, il va nous donner quelques éclairages sur les grandes tendances de cette année. On va également, on a la chance d'avoir nos partenaires privilégiés au sein de l'International West Club, qui sont la Banque Populaire Grand Ouest, et nous avons 2 directeurs généraux adjoints, enfin un directeur général, une directrice générale adjointe et un directeur général adjoint, Bruno Pin et Isabelle Degrove. Emmanuel. Voilà. Je sais ce qu'elle fait, mais on se connaît depuis peu quand même. Hein. Voilà, qui profiteront pour se présenter un petit peu et nous expliquer un petit peu ce qu'ils fabriquent ici. On a la chance également de faire parler via notre envoyée spéciale sur le salon, Sabrina Laura. On va être en live avec Micrologie par Régis Latavie. On aura également déjà le roi Flo, 2 startups également des recherches, essayer de comprendre ce qu'ils font là. Je demanderai aussi que Philippe Le Goff, qui n'est jamais mieux servi par soi, qui est mon directeur du business développement, mais que fait-il avec Formode?
Et enfin, vraiment le témoignage d'une startup qui a été déjà bien aguerrie sur le CES, tiré de tout une startup, hein, avec Pierre Régnier, société Pluto. Voilà. Laurent, on n'entend pas bien. On entend très très mal. Ah, est-ce que C'est haché. est-ce que ça va C'est mieux très là? haché. Rapproche le micro, oui. Ouais, est-ce que ça va mieux là? Oui. Oui, oui, oui. Ah ben voilà. La technique nous a un peu fait défaut, je suis désolé. Pourtant tout était prévu. Les essais étaient. Bon. Est-ce que je refais tout ou je refais pas tout? Je crois qu'on va direct. Non, c'est bon. Non, continue. Laurent, Oui. s'il te plaît, est-ce que je peux juste, parce que je sais qu'il doit partir, mais je voudrais quand même faire un grand merci officiel à Kevin Pieters, qui est à côté de moi, qui est régisseur audiovisuel, il y a la CCI, et c'est quand même lui qui a supervisé toute la mise en place technique de notre duplex. Donc voilà, et en tant qu'organisateur, c'est un grand soulagement quand tout se passe bien. Donc, bon. Kevin, grand merci. Et puis merci également à la Banque Populaire Grand Ouest qui nous aide, et avec 2 représentantes à ma droite, vous connaissez déjà bien. Voilà, Julie et Muriel, j'allais en parler justement, puisqu'on va commencer par le sujet et la présence de la Banque Populaire Grand Ouest ici. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'interroger un petit peu, de cuisiner un petit peu Bruno Pin et Emmanuel pour savoir un peu ce qu'ils fabriquent ici, ce qu'ils viennent y trouver. Et déjà, peut-être priorité aux dames. Emmanuel, on va commencer par vous. Vous allez essayer de nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites ici, et aussi peut-être, voilà, pour l'instant, on va commencer par ça. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être avec vous. Michel de Groff, je suis directrice. Micro. Micro plus fort. Est-ce que ça va être mieux là? Ouais. Très bien. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Emmanuelle de Grove. Je suis directrice générale adjointe en charge de l'exploitation chez Banque Populaire Grand Ouest. Et je suis ravie d'être parmi vous. Meilleurs vœux à tous. Pourquoi on est là? On est là d'abord, Banque Populaire Grand Ouest est déjà venue à plusieurs reprises au CES de Las Vegas. Et là, aujourd'hui, donc, nous sommes avec un groupe d'une dizaine de managers qui sont des managers qui ont consacré du temps pour former leurs collègues sur notamment des techniques autour du management de la transformation. Et c'est pour nous, d'une part, une façon de les remercier en les invitant à Las Vegas. C'était bien sûr pour nous tous une façon de découvrir ce qui s'y passe, de mieux comprendre ce qui s'y passe, de mieux comprendre l'intérêt pour nos clients de venir sur place à Las Vegas. Et nous avons avec eux à la fois, on a passé qu'une première journée, donc on aura l'occasion d'en reparler naturellement, mais on passe du temps ensemble pour découvrir à la fois ce qui est le show au travers des grandes antennes qui sont là, présentes, et c'est ça, et c'était l'idée qu'on en fait, mais également voir les startups, essayer de comprendre aussi pourquoi elles sont là. Peut-être une question à Monsieur Pin. T'entends pas. Je vais essayer de. On est vraiment à fond. Hein. Est-ce que ça va mieux? On va se passer le micro, ça va être plus simple. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Alors, une question à Bruno Pin. Donc, vous avez fait un petit tour hier sur le LVCC. Hein. Je rappelle que. Voilà. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous avez vu de remarquable hier sur le salon? Bonjour à toutes et à tous, Bruno Pin. C'est la première fois que je viens sur ce salon. Moi, la première chose qu'on remarque, et je pense qu'on en reparlera, c'est qu'on a quand même eu un peu moins de monde. Moi, je trouve ça très positif parce qu'on a beaucoup plus de possibilités à aller voir plein de choses. On fait moins d'attentes, donc c'est plus simple.
Moi, j'ai été marqué par quelque chose qui n'est pas l'origine de CES. Vous disiez, c'est vendre des téléviseurs à des machines à laver à l'origine. Ça s'est transformé. Maintenant, c'est la data, malgré tout. Et c'est surtout quels sont tous les cas d'usage de la data. On a vu dans le secteur de la santé, on a vu dans le secteur de la science, on a vu des choses assez impressionnantes dans le secteur des maladies neuronales, de traducteurs automatiques sur la mode du masque en ce moment. On a vu une démonstration d'un masque qui se met sur le visage, qui traduit automatiquement en plusieurs langues les discussions. Donc, on a encore des choses très orientées sur la data. Moi, c'est le point majeur, hein, c'est la data, mais dans tous les secteurs. Santé, services, sport, mobilité. On voit des très belles voitures, ce sont des très beaux objets, mais c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur, dans la façon dont on traite la donnée, et qu'on a vraiment des choses surprenantes. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, parce que c'est aussi un vrai sujet dans une banque, c'est comment on traite la data, non pas pour avoir des stats et des tableaux de bord, ça on s'en fout un petit peu, c'est surtout pour avoir la bonne action, le bon conseil au bon moment pour nos clients. Et donc ça, c'est la maîtrise majeure de la data, et c'est ce qu'on voit. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse au CES aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est naturel. Tout le monde parle du big data depuis des années, hein. Maintenant, c'est vraiment les cas d'usage où on est en train de rentrer de plus en plus, en train d'accélérer. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu avec les managers cette année à Las Vegas. Ok, merci. Donc, de toute façon, je vous laisserai réagir, mais on est un peu rentré dans les sujets, dans les thématiques. Bah, maintenant, et c'était bien par vous d'abord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la parole à Michael. Il va nous dire, lui, avec sa vision d'expert, et peut-être aussi de la répétition des venues au CES, ce qui retire jusqu'à présent et les grandes tendances qu'il voit du salon 2022. Voilà, Michael, je te cède la parole. Merci beaucoup, Laurent. Grand merci à vous, en tout cas, pour votre accueil. Une très belle année à toutes et tous. Comme vous le disiez en préambule, ça fait 16 ans qu'on vient sur ce salon mondial de l'innovation et de la tech. Ce que vous disiez tout à l'heure aussi est vrai, c'est-à-dire que ça fait 55 ans que le Consumer Electronics Show est né. On y vendait à la base des téléviseurs et des machines à laver, et aujourd'hui, on voit plein de choses qui émergent de cela. Ce dont il faut se rendre compte, c'est le dernier CES qui a eu lieu en présentiel ici, c'était à peu près 180-185 000 personnes. Cette année, nous n'en avons qu'entre 35 et 40 000 à dire d'experts, ce qui est quand même relativement fou, mais ce qui donne aussi le positionnement actuel international des events. Il y a eu un moment où on aurait pu tout simplement ne pas avoir ce salon. Il y a encore une semaine, on se posait énormément de questions, et on sait que Gary Shapiro a dû prendre une décision jeudi dernier pour maintenir ou non le salon, ce qui est quand même relativement fou. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a en temps normal 4500 sociétés qui sont présentes ici en 2020. Aujourd'hui, 2200, ce qui laisse quand même un floor qui est juste monstrueux. Pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui gère correctement, en tout cas, un salon, va voir entre 40 et 50 sociétés dans une journée. Donc, on se dit que ça dure 3 jours, donc on va voir 150 sociétés maximum sur 2200 sociétés en tout, donc on ne voit pas 10% de la totalité des sociétés présentes. Donc, ce qu'on se dit, c'est si on ne se fait pas accompagner obligatoirement, c'est très complexe de pouvoir aller voir les sociétés qui font du sens pour soi-même. Et dans un contexte international, on a Oui, parlez près du micro. Ah, et ici, c'est beaucoup mieux? Oui, ça va. C'est parfait. Il ne peut pas être plus près, ce micro. Hein. Non, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est le petit micro que je tiens à côté de ma bouche. Trois grandes tendances, en tout cas, cette année que l'on peut voir émerger. La première, c'est tout ce qui est santé connectée et plus généralement les entreprises à impact. La deuxième, tout ce qui est mobilité, on en parlait. Alors vous, le bras armé de ça, obligatoirement, sont les voitures, sont les vélos, sont les nouvelles mobilités, bien évidemment. Et puis, il y a le méga buzzword du moment, qui est bien sûr le métaverse. Ici, je ne vous en parle pas, à minima 30 secondes, vous me direz que je ne l'ai pas fait. Donc, il me faut absolument le faire. Quand on parle des entreprises à impact, le but du jeu, c'est vraiment de mieux utiliser nos ressources, le temps, la sécurité, la durabilité, et puis aussi mieux vivre, puisque c'est quand même le but, et c'est de vivre aussi plus longtemps dans le mieux vivre.
vivre plus longtemps en meilleure santé. En 1740, vu de loin, l'espérance de vie était de 25 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on est une femme, elle est plutôt de 85 ans. Lorsqu'on est un homme, 79 ans. Donc, en fait, quasiment en 3 siècles, on a multiplié par 3 cette espérance de vie. Et on a des gens qui sont auteurs d'un courant qui s'appelle le transhumanisme, en fait, au travers quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands pontes de Google. Et ces gens-là ont la volonté de rendre l'homme immortel. Et ce dont on est en train de parler au travers le métavers, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, à un moment, au-delà de notre enveloppe charnelle, être en capacité d'avoir une certaine immortalité dans un monde qui serait complètement dématérialisé. On va revenir sur des choses un petit peu plus prosaïques. Et c'est la réalité du métaverse, hein, puisqu'on se situe quand même ici à Las Vegas, pas loin de San Francisco. Et vraiment, San Francisco est le berceau de cette pensée-là en termes de transhumanisme. Je vous parlais de 3 grandes tendances. La première, c'était la santé connectée. Et vu de loin, il y a quelque chose qui fait un tabac en ce moment, c'est tout ce qui est bague connectée, en fait. On sait très bien qu'aujourd'hui, soit porter une montre ou un bracelet, ça peut être assez sympathique la journée. La nuit, le soir, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Aujourd'hui, on a réussi à miniaturiser la totalité des capteurs pour le mettre dans une bague, en fait. Et grâce à cette bague, on va pouvoir avoir l'activité cardiaque, le volume d'oxygène, la température de la personne. Et ce dont on se rend compte en ce moment, et notamment sur la période Covid, c'est que l'on peut avoir, pour le coup, 3 jours avant les symptômes, le fait que la personne soit atteinte ou non par la Covid. Et là, une dernière commande qui a été passée il y a peu de temps par rapport au CES, c'est la NBA qui a commandé pour la totalité de ses joueurs des bagues pour pouvoir les mettre en place et bien sûr suivre l'activité de ces 2000 joueurs NBA. Santé connectée toujours, en fait, on se retrouve sur des smartphones. Alors, les smartphones aujourd'hui sont des vrais assistants médicaux. On sait qu'on a des capteurs photos de plus en plus précis. Et dans ces capteurs photos, mine de rien, on va être en capacité, au travers la photo ou la vidéo d'un visage, de reprendre la pression sanguine, la saturation en oxygène et le pouls, tout simplement. Donc, on va avoir le taux d'absorption de la lumière par le sang qui circule. Donc, pour les téléconsultations demain, on pourrait se dire qu'une personne avec son simple smartphone, tout d'un coup, le docteur est en capacité d'avoir ce que l'on disait, donc le pouls, et de pouvoir réaliser, bien évidemment, ce que l'on appelle du prédictif, c'est-à-dire est-ce que la personne demain va être un petit peu malade ou non. Dans les sociétés françaises, excusez-moi, on a aussi Withings, donc une station de santé connectée. Alors, ce qui est plutôt assez amusant pour toutes les personnes qui calculent leur IMC, en fait, c'est une IMC qui est calculée à partir de l'électricité. L'électricité, généralement, suit le chemin le plus court. Lorsque vous êtes un homme, généralement, votre masse graisseuse est plutôt située au niveau de l'abdomen. Et si vous mettez les 2 pieds sur une balance, elle passe d'un pied à l'autre sans passer par votre abdomen. Donc, obligatoirement, votre IMC ne sera pas très, très bonne. Là, aujourd'hui, ce que propose Withings, c'est plutôt d'avoir un des 2 capteurs dans une main, ce qui fait qu'on passe d'une main au pied. Et donc, on va pouvoir analyser segment par segment directement la totalité à la fois des masses graisseuses et autres indicateurs pour la personne. Donc, je vous passe les électrocardiogrammes, excusez-moi, à 6 dérivations, mais juste pour vous dire que grâce notamment à certains capteurs sur le stress au niveau des pieds, on est en capacité d'avoir aujourd'hui le fait de savoir si la personne est, comment dire, a des signes avant-coureurs de diabète de type 2. Tout simplement. Donc là, on est sur des choses, là encore, en termes de prédictifs qui sont complètement folles, et on parle juste d'une balance connectée. Donc vous imaginez un petit peu ce que cela peut donner. Très très rapidement sur les mobilités et les véhicules autonomes, on aura la chance vendredi de voir une course d'IndyCar, donc c'est quasiment de la F1 sur le strip. Donc là, on est sur des voitures autonomes, 260 km/h sur la partie la plus rapide du circuit et 200 km/h en moyenne. C'est juste pour se dire que là, on essaye de voir et on pousse le matériel à son maximum pour préfigurer de ce que sera la mobilité demain. Mercedes a annoncé, je pense hier ou avant-hier, qu'ils étaient les premiers à avoir 1000 km d'autonomie. Aujourd'hui, une des voitures les plus vendues en France, ça doit être la Zoé, doit avoir 360 km d'autonomie ou quelque chose comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 kWh pour 100 km versus 18 pour la Tesla Model X. En fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser de moins en moins d'énergie
pour se mouvoir. Pour vous donner un ordre d'idée des investissements derrière, en fait, un Mercedes, c'est 40 milliards d'investissements simplement sur la partie électrique. BMW, alors ça, si vous regardez depuis la France, je pense que obligatoirement vous avez vu cette nouvelle. C'est une première mondiale, une carrosserie qui change de couleur en fait. Donc là, c'est un partenariat avec la société E-Ink. Alors pour les gens qui ne connaissent pas très bien E-Ink, c'est la totalité des liseuses et je vois Laurent avec ce genre de choses, c'est-à-dire les petites liseuses que vous avez devant vous. Donc on vient changer électriquement la polarité de ce qu'il y a dans la liseuse pour simplement pouvoir la faire passer du blanc au noir. Et vous me direz, Mickaël nous a parlé tout à l'heure d'entreprise à impact et tout d'un coup, on est quasiment dans le tuning et c'est pas la réalité puisqu'en fait, aujourd'hui, on va avoir des batteries dans nos voitures et les batteries, il y a quelque chose qu'elles détestent, c'est le froid en fait. Et donc, on pourrait imaginer que la batterie d'elle-même, lorsqu'il va commencer à faire trop froid et qu'elle est exposée au soleil, va demander à la voiture de changer de couleur pour devenir noire et donc générer quelques degrés supplémentaires à l'intérieur de l'habitacle pour pouvoir se mettre à une température de sauvegarde qui est meilleure pour elle et donc pouvoir, là encore, être plus efficiente. Et c'est toutes ces choses-là qui, aujourd'hui, forment le CES. C'est-à-dire qu'on peut voir à la fois le côté très gadget, en se disant c'est génial, j'arrive avec mon téléphone, je vais changer la couleur de ma voiture, mais on peut imaginer ou supposer un petit peu tout ce que cela peut amener derrière comme usage, exactement. Dernière chose sur la partie mobilité, on a Valeo qui est en train de présenter un purificateur d'air UV et là on se dit qu'en un seul passage du volume total du bus, on arrive à enlever 95% de tout ce qui va être virus de manière générale. Donc en ce moment, bien évidemment, ce sont des choses qui ont un impact qui est énorme. En finissant par la e-palette, alors là encore, ce sont des choses qui sont un petit peu particulières, mais demain on sait que la mobilité va changer énormément. On est en train de former en ce moment beaucoup ce qu'on appelle des skateboards, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture, c'est simplement 4 roues et une épaisseur de skateboard, là où on va placer la totalité de la motorisation et la totalité, pour le coup, des piles qui vont pouvoir la faire avancer. Et par-dessus, on va pouvoir venir mettre à peu près ce que l'on veut. Donc, si on veut avoir un petit camion de pizzeria ambulant, eh bien, on va pouvoir le former de cette manière-là. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que l'industrialisation du process, on fait que des skates à la base et on vient rajouter par-dessus juste ce qu'il nous faut en termes de personnalisation. Donc, ça veut dire qu'une voiture en temps normal, on essaie de l'industrialiser en 7 ans, là où on arrive à industrialiser la totalité de ce type de voiture roulante, en tout cas en 3 ans et demi. Donc, on va garder, là encore, une efficience qui soit temporelle et une efficience, bien évidemment, qui est humaine. Moi, mon petit chouchou, c'est toujours celui-ci parce que obligatoirement, c'est Bosch. Alors, Bosch est celui qui met en place le plus de patents au monde dans l'année, mais c'est un virtual visor, en fait, donc c'est un pare-soleil numérique. On a une intelligence artificielle dans la voiture qui vient demander au pare-brise de se foncer aux endroits où va être éclairé justement nos yeux. Donc, faire attention que le soleil faire attention à ce que le soleil n'impacte pas bien évidemment notre vue, mais tout en laissant le champ de vue qui soit maximum au travers le pare-brise, au lieu de mettre quelque chose qui va masquer la totalité de notre vue. En un mot pour finir, le métaverse, là je pense qu'on n'a pas eu une société, une grande société qui n'ait pas fait de communication là-dessus. On a eu Samsung qui va sortir sa propre plateforme de métaverse, donc pour tout ce qui est décoration intérieure, on a Qualcomm et Microsoft qui, eux, vont mettre en place des chips, excusez-moi, des puces qui sont de plus en plus petites. Et là, on est en train de parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, donc dans des casques en fait. Et puis Nvidia sur de la puissance, donc des GPU, où il va falloir à un moment avoir des calculateurs de plus en plus puissants pour rendre état de ce monde qui est, j'allais dire, de plus en plus réel et qui comprendra obligatoirement un terme qui n'était pas connu il y a de cela 1 an encore, qui s'appelle les NFT. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et puis je repasse la parole à Laurent. Merci beaucoup. Ouais, chouette. Merci beaucoup, Mickaël. Et tu n'hésites pas à intervenir tout au long du temps qu'on partage ensemble. Du coup, dans tout ce que tu as dit dans les thématiques, c'est bien parce que dans notre région, on a des entreprises qui parlent de mobilité, qui parlent de santé, qui parlent de vieillissement.
donc qui parle aussi de technologie parce que on parle de Microsoft, mais je ne sais pas où en est Sabrina, si elle est tout proche de nos amis. Ah, je vois Fred dans le téléscripteur. Dans le programme, Est-ce que on vous a nous des prévu. entendez? On vous entend super bien. Et si tu veux, Sabrina, Bonjour je à vais tous. te de la parole et on va pouvoir écouter Fred pour nous expliquer un peu déjà qui est Micro-EJ et ce que vous faites sur le salon et un peu votre sentiment après une journée et ce début de journée. Voilà. Comment ça se passe pour vous? Je te laisse la parole, Sabrina. Et Fred. Bonjour à tous. Donc Fred, je te laisse prendre la parole pour te présenter l'entreprise Micro-EJ. Voilà, donc, je suis le patron de MacroEdge. Sabrina, on n'entend pas très bien. Oui, parle plus près du micro. Vous n'entendez pas très bien? Non. Plus près du micro. Plus près. On entend super bien. Vous êtes plus loin, nous on entend super Et bien. là, est-ce que c'est meilleur? Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux là? Un petit peu. Un petit peu, pas suffisamment. Un petit peu. Et là, est-ce que c'est mieux? C'est mieux, c'est Oui, C'est super. Ah, On oui. est sur le salon, sinon on peut se mettre de l'autre côté dans la salle de réunion, ça sera rapidement Peut-être moins de bruit, je ne sais pas. Nous on entend sur le super bien. salon. Du coup, nous sommes sur le Ah salon non, vous avez un et problème. justement, il y a le petit fond ambiant qu'il n'y a pas dans la suite. Mais c'est tout l'avantage d'être justement sur le salon. Je vais essayer de parler beaucoup plus fort. Peut-être que là, Allez, vous Fred. m'entendez mieux. Oui, c'est bien. Très bien, donc super. Donc MacroEdge a comme objectif d'aider les industriels qui font des appareils électroniques à aller très rapidement sur le marché. Quand je dis très rapidement, c'est à peu près 3 fois plus vite, avec un procédé pour créer des applications logicielles sur du matériel qui permet de découpler les cycles de vie, innovation matérielle et innovation logicielle, en mettant des containers entre l'innovation matérielle et l'innovation logicielle. En faisant cela, au lieu d'avoir des process où on concatène des temps et il faut 2 ans ou 3 ans pour mettre un appareil électronique sur le marché, vous pouvez mettre l'appareil électronique sur le marché en à peu près 6 à 9 mois. Donc, vous pouvez imaginer le gain que ça apporte auprès d'un industriel qui produit, on va dire, 1 million d'appareils par an à $100 pièce. Eh ben, il a quasiment gagné 100 millions de dollars en mettant son appareil sur le marché avec 1 an d'avance. Voilà, donc on a développé toute une suite d'outils autour de notre container d'application qui est embarqué dans chaque appareil. Donc les appareils sont powered by MacroEdge, donc je peux citer des marques françaises, Leroy Merlin, Atlantique, le groupe Seb, avec les marques comme Roventa, les aspirateurs, les purificateurs d'air, les Cookéons qu'on voit derrière, et effectivement un atelier de conception avec les virtual devices. Donc l'appareil peut être développé complètement sur un PC qui vient virtualiser complètement l'appareil électronique. Et donc en parallèle, on a la team logicielle, la team matérielle et le container qui fait le lien. Ça permet d'aller extrêmement vite sur les marchés et de qualifier en amont la quantité de matériel dont on a besoin pour réaliser une fonction. Est-ce que c'est un processeur à $3, à $5? Et ça, on permet de le qualifier en amont. Donc, par exemple, sur cette montre, l'industriel, Polar, a gagné $8 par pièce. Donc, $8 par pièce, soit 1 million d'appareils par an. Ben, ça fait des marges. Donc, plus vite sur les marchés, meilleure marge. Donc, on est à MacroEdge, on est très heureux de contribuer à, j'allais dire, à ce que nos clients créent des objets utiles, puisqu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup d'idées. La problématique, c'est l'élément technique et de réalisation. Il faut que ce soit efficace économiquement. Et pour le faire, il faut des process. Donc, nous, on a pris les process qui existent sur les smartphones, sur les PC, dans les serveurs, et on a rendu ça possible dans l'électronique du quotidien qui n'avait pas cette capacité-là. Donc, on a créé ce petit container qui permet effectivement de tourner sur des petites puces et d'un seul coup, les process agiles, habituels qu'on a dans le monde digital, mais le monde digital avec des gros processeurs, d'un seul coup, tout ce process est rendu disponible
disponible sur les petits appareils du quotidien. Alors, je vais quand même donner des ordres de grandeur. Hein. Les smartphones, on en produit 1,5 milliard par an. Et tous les électroniques autour de nous, hein, que ce soit les compteurs électriques, les Cookéo, les thermostats, les volets intelligents, etc., c'est à peu près 30 à 35 milliards. Voilà. Donc, il y a globalement quand même un champ important d'appareils qui doit être programmé avec des briques logicielles qu'on doit capitaliser d'appareil en appareil. Et donc, c'est un cercle vertueux qui se met en place au sein de nos industriels, surtout s'ils ont beaucoup de produits. Le premier, ils mettent en place le container, ils commencent avec des premières briques. Dès que vous avez de la connectivité, donc de l'Internet des objets, vous devez avoir le même protocole qui se connecte au cloud. Et donc, vous allez avoir des appareils différents en termes de matériel. Et là, vous voulez avoir le même brique logiciel qui permet de se connecter au cloud. Donc, il y a une réutilisabilité énorme, un gain énorme. Et donc, l'efficience économique, c'est d'éviter de refaire. Donc là, les gens peuvent capitaliser de plus en plus. Et au bout de très peu de temps, vous avez un corpus de connaissances et de savoir et d'assets logiciels au sein de nos clients qui fait qu'ils vont de plus en plus vite. Et je peux vous donner dans des ordres de grandeur. En moyenne, nos clients vont à peu près 3 fois plus vite aller sur le marché. Par exemple, le groupe SEB ou Polar, etc. Ce sont les gains, ce qu'on appelle value and gains en anglais, qui permettent à Macro-Edge de rentrer sur toutes ces verticales. Merci pour cette présentation de la valeur ajoutée de vos produits. Et avec des chiffres très précis, que ça fait gagner du temps et de l'argent. Exactement. Et donc, ça répond à un réel besoin de beaucoup de clients. Alors, pourquoi le CES? Alors voilà, on est au CES, donc il y a énormément d'innovations qui sont présentées en termes de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Eh bien, Macro-Edge permet à tous ces gens-là de rendre la chose économiquement viable. Il ne s'agit pas uniquement d'être en capacité de faire une fonction, il faut qu'elle soit économiquement viable. Et je vais donner quand même ce genre de grandeur. Fabriquer un produit, marketingement, le positionnement, etc., il y a quand même 3 chances sur 4 que ça ne fonctionne pas économiquement. Donc, il faut aller assez vite pour tester. Donc, on a bien une équipe marketing qui va faire un positionnement. On teste le produit, on a un retour du marché, on fait la V2 qui s'adapte mieux. Et au bout de 3-4 versions, là, on a le bon produit. En itération. Donc, je crois que c'est la 5e année que vous êtes au CES. Alors, nous on est c'est la 5e année. Alors, le CES, pour nous, c'est important parce qu'on vient montrer à nos, j'allais dire, aux différents fabricants d'appareils, consumer, hein, CES, ça veut dire Consumer Electronics Show, les capacités de mettre en œuvre des process rapides pour produire des appareils qui seront utilisés par le commun des mortels. Et donc, pour nous, on a quasiment tous nos clients qui sont ici. Donc, on les rencontre, ils se déplacent. Et assez étonnamment, hier, qui était la première journée, on avait le stand qui était assez rempli. Et moi, par exemple, avec mes collaborateurs, on a eu toute la journée des meetings. Donc, finalement, on ne s'est pas aperçu qu'il y avait du Covid. Autour de nous, on avait plutôt de la qualité avec les gens qui étaient venus, qui sont là. Et on est plutôt assez contents. Hein. On en parlait avec Régis. On a été un peu surpris. On s'entendait à une baisse, mais nous, la journée a été pleine de meetings. Hein. Donc, on est très contents. Je crois que c'est le seul salon que vous faites, d'ailleurs, à l'international. Alors, c'est le seul salon qu'on fait. Il y a un côté annuel où on permet de faire un bilan des années. Et alors, c'est vrai que l'an dernier, il n'y avait pas eu de CES. Donc, je vais faire un bilan entre il y a 2 ans et cette année. L'an dernier, il y a 2 ans, donc, on était à 30 millions de units vendus. Donc, et cette année, on a dépassé les 100 millions d'appareils, de micro-EJV. Notre produit, c'est micro-EJV, Virtual Execution Environment. On a dépassé les 100 millions. Alors, évidemment, ça reste encore petit par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, on parle en milliards de units. Mais c'est un trend, puisqu'on voit que nous, on rajoute entre 75 et 100 millions presque par an. Donc, voilà, il faut savoir que en France, il y a un mini Android qui a été créé à Nantes. On est nantais et on est assez fiers de ça. Voilà, donc une petite équipe maintenant de plus de 50 personnes. On a ouvert des locaux en Roumanie, au Brésil, en Allemagne, évidemment à Boston, donc aux États-Unis, qui fait maintenant 50% de notre chiffre d'affaires est aux États-Unis. Au total, on a des clients en Finlande, etc. Et le CES, je crois que c'est un salon particulier parce que quand tu disais que vous faisiez des meetings, c'est avec les décideurs. Voilà, alors c'est vrai que c'est intéressant puisque on retrouve l'ensemble, les fameux décideurs.
J'étais hier avec le CEO d'un grand groupe qui fait de la connectivité au sens cellulaire. On voit qu'il y a une tendance très forte, au-delà du Wi-Fi, du Bluetooth, à rajouter la 4G, la 5G. Et ça, on a travaillé ça en amont l'an dernier, et on a signé quasiment tous les gros fournisseurs de ce qu'on appelle stack, les capacités de faire du 4G, du 5G dans des modems. Et vous allez voir ça arriver d'ici 2-3 ans. Et j'étais effectivement avec les CEO en train de créer les conditions d'acceptation et de rentrer sur les marchés. Et toute la problématique, c'est ici que ça se passe. Et toute la problématique, c'est pas technique, c'est comment faire que ce soit efficace économiquement. Parce qu'on sait faire communiquer des objets, mais il faut que ce soit économique à produire à grande échelle. Parce que quand on produit 1 million d'appareils, se tromper d'1 euro, eh ben, très vite, ça fait 1 million de pertes. Hein. Donc, l'aspect volumétrie fait qu'il faut être assez précis dans la quantité de matière qu'il faut mettre, et surtout la R&D. Si on arrive en retard sur les marchés, les marges de l'industriel sont réduites parce qu'il arrive après, et surtout, il va rater la tendance puisque les autres vont aller plus vite. Donc, en fait, il faut absolument tenir le choc, on va dire, quand vous avez une idée, la mettre sur le marché en moins d'1 an, c'est ce qu'on permet de faire, et bien calibrer le prix que vous voulez mettre dans votre appareil par rapport à j'allais dire, un positionnement marché. Et très souvent, on a des clients qui font premium, entrée de gamme et milieu de gamme. Ils font souvent 3 produits pour être sûr de couvrir tout ça avec des matériels différents. Et la capacité avec notre container de permettre de mettre des briques sur tous ces appareils différents permet une accélération très rapide des lignes de produits. Donc, vous avez effectivement beaucoup de valeur ajoutée à apporter. Le CES est un salon pour les consommateurs, comme tu l'as dit, avec beaucoup de volume. Donc, ça répond vraiment aux besoins de développement de l'entreprise, et ça se voit dans les chiffres. Tu as fait le choix de venir dans le salon Inside. Laurent, je ne sais pas, on n'a pas écouté ce que vous avez dit au début parce qu'on se préparait logistiquement. Laurent, avec Fornote, vous avez fait un autre choix. Est-ce que vous avez déjà changé sur ce sujet? Eh bien, Est-ce que vous merci nous beaucoup. entendez? Oui, oui, tout à fait. On t'entend très, très, très bien, Sabrina. On ne voit pas, en fait. On explique, mais on ne voit pas. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est on vous entend très bien, donc c'est parfait. Merci beaucoup à Fred pour la passion communicante sur ces produits, et ça prouve aussi, Micro-EJ est une vraie preuve que la technologie française, je dirais même presque nantaise là pour le coup, s'exporte bien et s'exporte de façon mondiale. Imaginez faire un OS pour objets connectés comme ça sur des produits de très grande consommation, c'est assez extraordinaire quand même. Enfin, vraiment chapeau, et je suis toujours impressionné moi quand j'entends Fred. Je comprends pas toujours tout ce qui est dit, mais je vois les réalisations qui sont faites et les belles marques qu'ils réussissent à agréger. C'est assez extraordinaire. Mais c'est normal, hein, Fred, si je comprends pas. Hein. Tu m'excuses. Hein, j'ai pas tous les codes. Je dois encore progresser en termes de vulgarisation. C'est vrai que parfois, il y a encore quelques agrégats techniques de mon ancien passé qui ressortent, mais je suis en train de polisser tout ça et de corriger. On a encore des progrès à faire. Non, on a vraiment compris l'essentiel, et surtout ce qui est incroyable, c'est de vous voir tous les ans sur le salon. Du coup, je vais laisser la parole un peu à Cyril, parce que j'ai pas envie de parler de mon entreprise. Je vais laisser Cyril Le Goff s'en charger, et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi nous, on se trouve dans une suite. On n'a pas choisi d'être au milieu du playground comme ça. Hein. On est un petit peu en dehors. Alors, Cyril. Bonjour à tous, merci Laurent. Donc effectivement, participer au CES, il y a plusieurs façons de le faire. Les principales sociétés, elles ont un stand, ça leur permet d'accéder notamment à de nouveaux clients, à un certain nombre de distributeurs. Dans le cas de Formode, on est dans un business très B2B, donc pas totalement orienté consumer, donc pas vraiment CES. On est présent ici pour justement voir nos clients, parce que ça fait 2 ans qu'on ne les a pas vus, et le CES est vraiment le premier salon dans lequel on peut avoir un contact physique, même en Europe.
Nous, on est plutôt dans le monde des opérateurs. Le dernier salon qui était l'IBC a été annulé en décembre dernier. Donc, c'est vraiment la première possibilité pour nous de voir les opérateurs. Et également, on est dans un monde IoT, et donc l'Internet of Things. Ici, il y a une représentation assez large de l'IoT. Et donc, ça nous permet de voir nos clients ici. Donc ça, on le fait à travers, avec une suite, Moi, comme j'entends là. Hein. Oui, oui, j'entends. tous les participants sont là. Donc ça nous permet d'avoir des meetings un peu plus exclusifs et en dehors du floor où tout le monde est présent. Donc c'est un choix entre le visiteur et l'exposant qui est relativement intéressant. Voilà, donc ça nous permet également de recevoir des partenaires, de rencontrer des nouveaux partenaires, d'être un peu plus large que juste voir les clients d'une façon générale. Donc là, ce que je retiens un petit peu du CES cette année, c'est une large présence européenne, forcément, vu qu'il y a beaucoup moins d'Asiatiques, et vraiment un pavillon français extrêmement grand. Donc un floor justement pour nous, en tant que fournisseur de solutions d'IoT, un potentiel d'aller voir des nouvelles sociétés assez large, beaucoup de présence néerlandaise et coréenne, qui sont les seuls asiatiques quelque part fortement représentés ici. Donc voilà. Merci Cyril. Donc on voit une différence d'approche, hein, la version un peu plus discrète, mais avec une préparation en amont, et la version micro-EJ, donc pour des entreprises qui sont déjà un peu en place. Alors maintenant, c'est aussi, on va aussi profiter de la présence de nos startups. On va laisser tranquillement Sabrina se rapprocher de Ronan et Julie. Et dans l'intervalle, on va laisser parler Pierre, Société Velco, qui est presque un vieux routier de Vegas maintenant. Ouais. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il est venu y faire et ce qu'il pense y trouver. Merci Laurent. Bonjour à tous, Pierre Régnier de la société Velco. Alors nous, on est dans la mobilité connectée, et plus spécifiquement sur le e-bike, le vélo électrique. Donc nous, en fait, on a exposé 2 années de suite en fait à Vegas, à l'Eureka Park, au CES, donc 2018-2019. Et là, cette année, on est venu, mais en tant que speaker sur la partie e-mobilité, et également aussi pour rencontrer nos différents clients qui sont les marques et gestionnaires de flotte. Parce que pour la première fois cette année, en fait, au CES, il y a un pavillon e-mobilité et notamment très orienté vélo qui s'est monté, où il y a une quarantaine en fait d'exposants. Il y a quelques Français, enfin il y en a un en fait, hein, principalement qui est Valeo. Mais après, sinon, c'est des marques américaines et taïwanaises en fait qui sont présentes. Donc notre objectif, c'est d'aller rencontrer ces marques. Et puis comme on est en train de développer aussi le marché aux US, qui est en train d'exploser sur la partie vélo électrique, et bien du coup, c'est un élément de rencontre privilégiée d'être là au CES avec ces différentes marques. Voilà. D'ailleurs, on co-expose avec un de nos clients. Donc, Velco, nous, aujourd'hui, le CES aussi, ce qui est intéressant, il y a une deuxième approche aussi qu'on fait, c'est qu'on est en train de voir, de faire de la veille aussi sur ce qui se fait en termes de technologie. Notamment, on est en train d'investiguer également la potentielle concurrence qu'on peut avoir aussi sur le marché nord-américain, qui est aujourd'hui très faible. Mais on est en train de regarder aussi les différentes tendances en termes de connectivité et de logiciels qui sont en train de se faire, quoi. Voilà. Parce que comme on intervient vraiment sur la protection du vélo contre le vol, la protection de l'usager et la durabilité aussi du véhicule en termes de maintenance prédictive, et bien du coup, on est en train aussi de confronter ça. Et ce qu'on a remarqué aujourd'hui sur le CES, c'est que en fait, les marques et gestionnaires de flotte, ils sont très intéressés pour protéger le véhicule, sécuriser l'utilisateur. Par contre, la durabilité du véhicule, la maintenance prédictive, ils ne le voient pas pour augmenter la durée de vie du véhicule, parce que pour eux, si le véhicule tombe en panne dans 2 ans, 3 ans, c'est pas très grave, ils vont en revendre un autre. Donc, ils le voient plutôt comme ça. Donc, ils ont une approche vraiment différente du modèle européen. Par contre, ce qu'ils voient, c'est vraiment de faciliter l'expérience utilisateur pour justement éviter que son véhicule tombe en panne. C'est vraiment ça qu'ils recherchent. Voilà.
Et donc, c'est une troisième forme de présence aussi au CES. Voilà, si vous voulez avoir de la visibilité et puis générer aussi du rendez-vous client post-préparation, être aussi speaker, c'est une manière de fonctionner aussi, quoi. Voilà. Merci Pierre. Il y a plein de questions. J'imagine qu'il y aura plein de questions à te poser. Enfin, en tout cas, moi j'en ai plein. Mais on va attendre un tout petit peu. La mobilité, enfin, on est vraiment dans les thématiques dont parle Michael, hein. Au passage, je sais que tu es très ambitieux. Le jour où tu as une entreprise à acheter sur le continent nord-américain, tu demanderas à Daniel Rocher, il connaît ça très très bien. Alors, je ne sais pas si Julie Julie et Ronan, vous êtes également sur les thématiques qui ont été développées par Michael. Est-ce que vous voyez arriver Sabrina? Sinon, comme vous êtes connectés, on peut également vous demander de vous présenter, de vous dire ce que vous faites là. Alors, c'est votre première présence, hein, sur le salon. Vous êtes des sociétés qui sont plutôt spécialisées dans la recherche. Et donc, on va te laisser la parole, Julie. Tout à fait. Un grand merci déjà pour l'invitation aujourd'hui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Il y a un écho, Julie. Il y a le même écho qu'à la CCI. Alors, je ne sais pas si un autre micro d'ouvert ici. Là, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Je suis désolée. Ça va aller. Est-ce que vous arrivez quand même à me comprendre, hein? Oui. Okay, merci. Ça Donc, nous rappelle Ushuaïa. Hein. Magnifique. Donc, je m'appelle Julie Goliot, je suis Chief Scientist Officer de Smart Macadam. Nous, on s'intéresse effectivement, on est sur une problématique de santé publique. On est sur le vieillissement. Parce que vieillir, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. L'alternative est beaucoup moins intéressante. Mais bien vieillir, c'est un réel enjeu de santé publique à la veille d'une explosion démographique des seniors dont nous sommes tous conscients. Et donc bien vieillir, c'est vraiment conserver son autonomie, sa dignité et sa liberté le plus longtemps possible. Et c'est un phénomène qui est loin d'être anecdotique, puisqu'on est déjà en France sur 2,5 millions de personnes âgées en perte d'autonomie aujourd'hui. Et en 2030, on estime qu'il y aura plus de 21 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose de considérable. Et pour bien vieillir, ça veut dire qu'il faut préserver sa santé, sa mémoire, sa sécurité, le contact avec les proches et puis continuer à être actif, à avoir des projets, parce qu'avancer en âge ne signifie absolument pas ne plus avoir de valeur. C'est vraiment pour relever ce défi que Laurent Moury, après avoir créé 01net.com, télécharger.com, iv.fr, etc., a décidé de créer Smart Macadam pour utiliser les technologies les plus innovantes pour préserver l'autonomie des seniors et surtout prévenir les risques de dépendance. Donc aujourd'hui, nous avons une expertise dans la conception de solutions intelligentes pour la gériatrie. Donc on prend en compte le senior, mais également l'ensemble de son entourage, sa famille, ses amis et les professionnels de santé. Et nous sommes effectivement une start-up de recherche. On a un partenariat avec 6 laboratoires de recherche un peu partout en France, quelques contacts à l'étranger également, un comité scientifique, des associations, 3 incubateurs. On travaille également beaucoup avec les usagers pour co-concevoir et pour tester nos solutions. Donc on développe plusieurs projets avec différents niveaux de maturité. Aujourd'hui, on a une solution mature qui s'appelle Mementap, qui est commercialisée. Donc c'est elle qu'on présente aujourd'hui. Je vais faire un tout petit aperçu du stand. Et donc Mementap, c'est un compagnon. Mementap, c'est un compagnon intelligent qui va permettre aux seniors, donc sa famille, ses amis, de rester autonomes. Donc on fait ça grâce à une application pour smartphone qui est partagée et qui est synchronisée instantanément, une gazette qui est imprimée, qui est personnalisée, qui est stimulante, et puis un service d'assistance aux utilisateurs. Donc ça veut dire du numérique, du papier, et puis des interactions humaines. Donc ça permet aux seniors de s'organiser, de ne plus rien oublier, de stimuler sa mémoire, de communiquer avec ses proches et même de pouvoir s'en sortir avec, par exemple, les 3 télécommandes de sa télévision, qui peut poser beaucoup de problèmes. Donc Mementap, c'est une solution intelligente qui comprend et qui va anticiper les besoins et les difficultés de chaque utilisateur
pour délivrer des conseils, guider quand c'est nécessaire, et puis communiquer des risques importants qu'ils détectent aux professionnels de santé. Donc l'idée, c'est de maintenir une situation d'autonomie à domicile le plus longtemps possible, donc de retarder toute situation de dépendance. Donc comme vous en parliez tout à l'heure, on est vraiment dans une IA prédictive avec de l'adaptation et de la personnalisation des actions, des recommandations qui suivent. Donc Mementop, je vous disais, est commercialisé en B2C, donc auprès des utilisateurs directement, des personnes âgées et de leurs aidants, et puis en B2B, avec des mutuelles, avec des résidences pour seniors, avec des groupes de restauration notamment, parce que ce sont des acteurs qui se différencient vraiment par la valeur de l'innovation. Et donc le service que propose Mementop les intéresse particulièrement. On a un deuxième projet qui lui est beaucoup moins mature, qui est en cours de développement et qui prend la continuité de Mementop, mais qui est là quand vraiment l'autonomie commence à diminuer de façon très importante, donc typiquement pour une personne qui est en EHPAD. Donc on est en co-conception pour cela avec un partenariat signé avec le CHU de Nantes, avec les EHPAD du CHU notamment, pour concevoir une version qui sera complètement adaptée à des personnes qui ne sont plus autonomes. Et par ailleurs, on est toujours une start-up de recherche, donc on prépare un protocole d'essai clinique sur Mementop à une dimension nationale sur à peu près 300 tribus, donc 300 personnes âgées avec leur entourage et avec leurs professionnels de santé, en s'appuyant notamment sur un partenariat très fort avec l'Union nationale France Alzheimer, donc sans un bureau en France pour le recrutement qui va nous aider énormément. Alors, les personnes qui sont malades d'une maladie neuroévolutive telle que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas notre cœur de cible. Notre cœur de cible, c'est vraiment les seniors. Aujourd'hui, on a à peu près 300 utilisateurs. On vient juste de commencer la commercialisation. Qui ont, alors notre plus jeune utilisateur a 53 ans et la plus âgée a 91 ans. C'est quand même très très large. Et le fait de faire une étude clinique avec des personnes qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive telle que la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que si ça marche avec ces personnes qui ont énormément de difficultés, ça sera encore plus utile pour tout le monde. Donc on fait ça notamment en partenariat avec Atlampol Biothérapie à Nantes. Merci Julie pour toutes ces explications. Moi j'ai quand même une question parce que c'est passionnant ce que vous dites. On est tous pendus à votre écoute. On tend l'oreille, comme on dit. Maintenant, vous êtes dans quel cadre vous êtes ici au CES et qu'est-ce que vous y venez en retirer? C'est ça qui nous intéresse aussi. Tout à fait. Donc on a deux gros objectifs pour ce CES. Le premier, c'est de regarder vraiment dans les socles technologiques qui sont existants, qu'est-ce qui est sorti des labos, parce qu'on a une connaissance de ce qui est fait dans les labos, mais qu'est-ce qui est concrètement aujourd'hui utilisé par les startups ou par les grands groupes. Donc ça nous donne des idées pour poursuivre, ça nous donne des partenariats potentiels pour gagner du temps dans une stratégie d'intégration, notamment autour des problématiques qui sont liées aux évolutions des interfaces, sur l'intégration de nouvelles techniques d'intelligence artificielle, etc. Et le deuxième gros objectif de ce CES, c'est de donner de la visibilité à Mementop, de faire connaître cette solution, de vraiment donner une caisse de résonance au sein de la French Tech et à un niveau mondial, puisque les problématiques qu'on rencontre en France, elles sont complètement transposables en Europe et en Amérique du Nord. Donc on cherche à s'exporter à l'étranger dès la fin de 2022, début 2023. Et typiquement, quand on regarde en Nord-Amérique, on a effectivement une population qui vieillit également, et puis on a des distances inter- et intra-urbaines qui sont considérables. Une personne peut être à plus de 100 km du premier hôpital. Et encore, elle n'y a pas forcément accès, elle n'a pas forcément les moyens. Donc une solution pour préserver son autonomie avec ses proches à domicile, ça, c'est inestimable dans ce contexte. Et donc je rappelle que vous êtes présente sur le pavillon IMT dans la French Tech, c'est ça? Tout à fait, ouais, on a 3 incubateurs. On est incubé par l'IMT Atlantique, donc qui nous apporte énormément de choses au niveau technologique et au niveau de contact avec des laboratoires en santé, notamment à Nantes et à Brest. On est également incubé avec Atlampol, donc l'incubateur public nantais, et puis avec le village ByCA d'Atlantique Vendée Innovation, d'Atlantique Vendée, pardon, pour toute la partie plutôt prospect, marketing, commercial. Ok, merci beaucoup Julie. Je pense que Ronan est également dans le coin.
Alors, merci beaucoup à vous. Et malheureusement, non, Ronan a dû couper parce qu'il avait des personnes qui arrivaient sur le stand. Il ne va pas pouvoir vous parler, je suis désolée. Ce sont les aléas du direct. Vous êtes quand même sur votre stand, vous êtes là aussi pour accueillir. Montre là, c'est sympa. Et c'est super. Et Sabrina, alors peut-être que tu peux nous dire ce que tu vois. Ah oui. Alors, vous m'entendez? Oui. Je viens de quitter Fred. Il y a eu, on a continué les échanges. Je viens de quitter Fred et je descends au niveau de l'Eureka Park. Vous m'entendez toujours? J'ai Tout à fait. l'impression que je vous entends moins. Nous, on t'entend super bien. Alors, c'est super. Donc moi, je vais découvrir en même temps que vous parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à l'Eureka Park ce matin. Je suis directement allée voir Micro-J. Donc, je vais tourner ma petite caméra. Vous voyez, il n'y a pas de foule. Hein. C'est très bien, c'est parfait. Je vais peut-être mettre comme ça d'ailleurs mon. Non, Sabrina. Non, pas mieux. Non, ok. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Donc là, vous entendez, il y a du son. Alors, peut-être, Anne, qu'à Nantes, il y a déjà des questions ou chez les différentes personnes qui assistent, il y a déjà des questions qui ont émergé pour nos speakers. Oui, il y avait. Oui. Living Packets, est-ce que vous êtes en ligne? Stéphane et Emmanuel? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Emmanuel est là aussi. L'un ou l'autre, hein, ne vous battez pas. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc effectivement, moi je suis présent, donc je vous écoute. C'était peut-être je crois que c'est. Alors, Christophe a une question. Christophe? Oui, juste une petite question. Est-ce qu'une entreprise, une TPE qui est dans un secteur de niche a sa place au CES? Alors, je vais demander à Michael de répondre. Alors, pour ma part, je vous dirais oui, et bien évidemment, puisqu'en fait, on va avoir un auditorat, une caisse de résonance qui va être monstrueuse. La problématique, c'est surtout comment moi, en tant que TPE, je peux exister sur un floor qui fait aujourd'hui 2200 personnes et qui repassera sûrement à 4000 ou 4500 personnes demain. Et ça, c'est le plus complexe, en fait. C'est la capacité que vous allez avoir à transmettre tout ce que votre produit fait de bien. Et ça va être relativement compliqué dans un contexte qui est à la fois international, multiculturel, etc. Mais bien évidemment, il faut venir ici, il faut se confronter parce que ça permet aussi, et on a vu beaucoup de personnes le comprendre de cette manière-là, ça vous fait grandir dans vos certitudes et surtout dans les choses que vous ne connaissiez pas. On a vu des personnes venir ici en se disant on n'a pas de concurrence et tout d'un coup, eux repartent avec 3 concurrents qu'ils n'avaient jamais screenés dans le monde entier. Et au lieu de les voir en tant que concurrents, tout d'un coup, ils se disent, moi, je ne vais plus faire la partie hardware parce qu'en fait, la partie hardware, on a un petit copain indien qui l'a fait super bien. Bah, moi, je vais l'acheter, je vais me concentrer sur la plateforme logicielle et tant mieux. Et aujourd'hui, on a des très, très belles réussites qui sont nées justement de cette mise, j'allais dire, en risque. Alors, c'est assez amusant parce que quand on parle de risque en France, on est très, j'allais dire, latin là-dessus. Les Américains disent take a chance, en fait. Et tout ce que j'aimerais, moi, passer lorsqu'on est ici, c'est prendre la chance de rencontrer des gens, prendre la chance de se mettre en risque par rapport à ça et de voir ce qui se fait de mieux pour remettre en cause son propre projet. Peut-être si on peut rajouter quelque chose, notamment eu égard à la présence sur le marché américain, surtout quand si on vient présenter des produits, il est super important de répondre à la promesse. C'est-à-dire que venir sans biscuit, c'est compliqué. Vous allez rencontrer parce que c'est le moment qui compte ici. On est dans le moment d'achat. On vous fait confiance, on vous a vu, vous avez promis des choses. Si vous ne tenez pas votre promesse, c'est catastrophique. Donc, ça demande aussi de se préparer. Puis un deuxième point qui est important, mais ça c'est dans toute l'Amérique du Nord, je pense, c'est la question de la propriété intellectuelle. Si on a des risques sur la propriété intellectuelle, il faut les évaluer avant de venir. Parce que ça peut, justement, vous êtes
vous avez une bonne idée, vous avez présenté des choses, mais vous n'êtes pas protégé. Vous êtes certain que vous avez une bande de, de, de gens qui font de l'intelligence économique et qui vont screener, qui vont regarder ce que vous faites et si votre idée est bonne, elle sera reprise. Ouais, et si on peut rajouter quelque chose, il ne faut pas oublier que le CES, c'est le Consumer Electronic Show. Donc, il faut aussi savoir faire le show. Les Américains sont forts sur ça. Le stand d'assaut est assez impressionnant. On est allé le visiter hier avec une caméra qui vous fait un scan de votre corps sur une taille de 4x3. Il faut savoir vendre aussi. On a vu plein de petits stands où personne ne s'arrête parce qu'on voit une personne assise sur sa chaise avec 10 slides derrière. Il faut faire le show, il faut faire la vente, il faut faire l'intérêt. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, moi je suis convaincu qu'on a sa place si on sait vendre le truc, si on sait raconter l'histoire, parce qu'il faut capter, il y a quand même beaucoup de passages. Hein, et donc pour capter ce passage-là, il faut pouvoir raconter l'histoire. Et tous les stands ont vraiment une activité, c'est ce qu'on porte avec Emmanuel au quotidien, une activité pour le contact tout le temps. On sait qu'on aura et vu le variable de l'entreprise, c'est juste, je pense que notre loup, parce qu'on est au contact avec beaucoup d'entreprises, c'est peut-être d'être un mythique, entre guillemets, du contact, parce qu'on a tous les besoins qui se rencontrent sur place, mais à différentes étapes. Au moment où on crée, au moment où on a l'idée, au moment où on se développe, et puis au moment où on fait le scale-up vraiment de l'entreprise. Et je pense qu'on a peut-être moins intérêt à compter les liens inter-entreprises, mais moi je suis convaincu qu'une TPE a sa place ici, et particulièrement les TPE françaises. La French Tech a énormément de qualité et totalement reconnue. Et il ne faut surtout pas hésiter. Je sais que nos amis de la French Tech angevine sont là et ils ont bien fait de venir. Même si c'est l'année avec un peu moins de monde, il faut venir quand même. Ok. Merci. Merci. Il était prévu que. Alors, Stéphane et Emmanuel de Living Packets, si vous voulez peut-être. Voilà. Super. Très bien. Merci. Vous nous excusez quelques minutes, nous on va faire un changement, on va prendre des balles neuves là parce qu'on a un problème de batterie. Donc si vous ne nous voyez pas pendant quelques secondes, c'est pas qu'on vous boude, hein, c'est que on règle un petit problème technique. À tout de suite. Okay. Donc du coup, Stéphane et Emmanuel, peut-être nous donner votre ressenti et de différents CES que vous avez déjà vécu vous dans les années passées. Oui, je vais commencer. Emmanuel il complétera s'il est là. Normalement, il doit être pas loin. Oui, en fait, on a été en présentiel une année et on a participé en distanciel l'année dernière. Donc, aux deux éditions, on a réussi à avoir un award pour notre produit The Box. Et la première fois, on était emmené, c'était une vraie chance, on était emmené par l'incubateur du groupe La Poste. Avec qui on était à cette époque-là et qui nous ont emmenés donc un peu à la manière de la French Tech, toute une allée avec des startups emmenées par le groupe La Poste et des petits stands pour pouvoir présenter. Ça a été une vraie chance, c'est une expérience très intense. Emmanuel pourra en témoigner aussi. On ressort lessivé de ce salon-là, mais c'est vraiment une expérience de rencontre, de diffusion et de vente, de visibilité de son produit et de son entreprise qui est vraiment assez magique, quoi. Absolument. Moi, pour Living Packets, c'est le deuxième CES que je fais. Un en présentiel, comme l'a dit Stéphane, et un en distanciel. J'en avais fait deux autres avant, parce que moi, j'ai vécu ma vie adulte aux États-Unis et je me suis servi en vérité du CES et de Vivatech pour revenir en France, parce que au bout d'un certain nombre de plus de 20 ans aux États-Unis, j'en avais assez d'être là-bas. Et donc, je me suis servi de toutes les rencontres qu'on peut faire sur le CES, de sociétés françaises justement qui se déplacent pour commencer à nouer des contacts en France. Donc, ce n'est pas seulement pour les sociétés françaises qui veulent faire du business aux États-Unis, mais c'est aussi pour les sociétés américaines qui veulent faire du business avec les Européens et pour les employés qui veulent venir dans un sens ou dans l'autre. Par contre, la version distanciel, je l'ai trouvé malheureusement très mal adapté. Et pourtant, ils avaient eu un certain temps pour le faire, mais j'ai trouvé que la version distancielle n'apportait pas grand-chose personnellement.
L'expérience d'être sur place, même si très difficile parce que c'est vraiment intense. Je pense que c'est un peu moins intense avec moins de gens, mais c'est quand même vraiment intense. Il y a juste beaucoup d'informations qui arrivent dans tous les sens. Et ça, c'est juste sur le CES lui-même. Ça ne compte pas tous les workshops et tous les événements qu'il y a autour du CES lui-même. On ressort complètement fatigué, mais émerveillé en même temps. Super. Bon. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes connectées ou parmi les... On en avoir quelques-unes déjà. Pardon? On en avoir quelques-unes déjà. Alors non, moi je n'ai pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions spontanément à nos différents speakers ou Ah. Alors Christophe, ouais Christophe. Oui, Christophe à nouveau. Juste avant le webinaire, là, on a commencé à discuter avec les personnes qui étaient là et il y avait un fort potentiel de 170 sociétés innovantes françaises et qui étaient très heureuses de se rencontrer entre elles, entre eux Français. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à faire en France un salon du même type? Oui. Qui peut répondre? Oui, ça existe déjà, hein. Il y a le salon Vivatech, en fait, qui est un salon assez similaire, qui ressemble, qui est très orienté tech, en fait. Peut-être que toi, tu connais, tu es déjà allé, j'imagine, Pierre. Nous, on y était déjà allés, ouais. Mais nous, on a fait quelques fois Vivatech, qui est un équivalent en fait français, Porte de Versailles à Paris. Le truc, c'est que c'est vrai qu'à Vivatech, il y a quand même moins de jeunes sociétés ou de technologies qui sont en rupture par rapport, en tout cas en avant-garde, par rapport à ce qu'on peut trouver par rapport au CES. C'est surtout un salon qui est porté par les grands groupes et dont des jeunes sociétés accompagnent ces grands groupes, quoi. Mais il y a quand même beaucoup moins de technologies qui sont en avant-garde par rapport au CES, quoi. Voilà. Nous, Alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Nous avons fait le Vivatech le plus récent et on a trouvé autant, sinon plus, de dernières technologies. Je me souviens par exemple d'un groupe, je ne me souviens plus du nom, mais je me souviens d'un groupe de 3 scientifiques qui avaient démarré une start-up sur une batterie ultra fine qu'on pouvait même percer, qui ne prenait pas feu et qui venait de quelque part en France, qu'on n'avait jamais vu au CES. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. Donc, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de choses très intéressantes au CES, mais j'ai été surpris justement par la qualité et la capacité au Vivatech d'avoir justement des trucs innovants et dernière technologie. Il y a une particularité tout de même hein, au CES, c'est d'être à Las Vegas, c'est-à-dire qu'à un moment, on est avec 9 heures de jet lag par rapport à vous, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je sais que mon téléphone ne sonne plus théoriquement pour la plupart de mes clients, donc je vais pouvoir être potentiellement en perméabilité totale avec les gens vers lesquels je vais. On peut rencontrer ici des CEO, j'allais dire du CAC 40, prendre le temps de discuter avec eux parce qu'ils ont le temps à vous accorder parce qu'à la fois, ils n'ont ni leurs actionnaires, ni leurs femmes, ni la totalité de leurs clients qui les appellent. Donc, à ce moment-là, clairement, on a cette rencontre qui peut se faire. Et s'il y a une particularité entre le CES, à mon sens, et pour le coup Vivatech, c'est celle-ci, c'est la capacité qu'ont les gens à être disponibles pour vous. Bon, effectivement, je crois que ce n'est pas tout à fait la même échelle, mais le gros avantage qu'il y a ici au CES, c'est qu'il y a quand même un brassage multiculturel assez incroyable, hein. L'Asie, c'est le rendez-vous de
tous les continents du monde, en fait. Et ça, on ne l'a pas en France pour l'instant, ou en Europe. C'est peut-être là qu'il faut qu'on travaille un petit peu aussi. Mais on a quand même un salon qui est assez intéressant, qui est moins tech, mais qui est à l'origine assez similaire au CES, qui est l'IFA à Berlin. Et l'IFA, c'est là que vous allez aussi trouver les grandes nouveautés. Mais c'est sûr que la vraie... on peine un petit peu, il faut le dire. Ce que dit... je ne connais pas son prénom, monsieur de Living Packets, monsieur Leray aussi. Emmanuel. Oui. Il a raison, en termes de technologie, on est super bon en France. On a des meilleurs ingénieurs du monde, on les exporte partout. C'est super, mais on est peut-être un peu moins bon sur le marketing. Donc, c'est peut-être là qu'il faut qu'on s'améliore. Et en tout cas, quand on vient ici, à chaque fois, on prend une leçon. Donc, donc c'est très intéressant aussi de se frotter à tout ça. Et ce qu'on aura pu voir dans les différents témoignages, c'est super d'avoir la caméra de Sabrina là, sur le salon. Ce qu'on aura pu voir à travers tous les témoignages, c'est qu'il y a différentes maturités d'entreprise, mais tout le monde peut trouver sa place quand même. Et dans tous les cas, on gagne toujours à sortir, on gagne toujours à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est un petit peu la leçon qu'on doit retenir de tout ça. Même si on ne Laurent, fait pas du business tous les coups. Oui. on a une question. Maurice Borigo de Banque Populaire souhaite poser une question. Alors, je peux déjà lui dire que son équipe va bien. Mais on écoute la question. Oui, bonsoir à tout le monde. D'abord, je salue mes associés, Bruno et Emmanuel. Et puis, merci, oui, Sabrina, de nous faire visiter le salon. Là, j'ai vu le robot que j'ai vu ce matin pendant 2 minutes sur BFM TV. Moi, j'ai une question qui intéressera Michel Boisard. Qu'est-ce qu'on fait pour le nautique au salon, au CES? Est-ce qu'il y a des innovations pour le nautique? Et puis ensuite, j'ai une question, c'est comment on valorise tous ceux qui sont passés par le salon, qui sont des Pays de la Loire et qui ont réussi aujourd'hui, comment on raconte ces belles histoires en passant par le salon. Ma première question, c'est sur le nautique. Alors, je ne sais pas si je laisse la place à Michael, mais le nautisme en termes de mobilité, moi j'ai vu des choses, notamment dans les awards. Laurent, peut-être que Bruno peut-être commencer pour la réponse quand même. Oui, alors, Maurice, pour répondre en partie à ta question, nous avons un grand salon annuel où sont présentées quasiment toutes les nouveautés, qui malheureusement n'aura pas lieu dans quelques jours. C'est le salon de Düsseldorf. Et c'est plutôt là qu'est notre grand-messe de l'innovation. Et après, des salons malheureusement un peu secondaires comme Paris, les autres étant plutôt des salons d'expo des modèles eux-mêmes. Et donc, pour tout ce qui est nouveauté, moi, on n'a jamais, avec notre fédération, monté de dossier pour être sur ce salon plus high-tech. Mais pourquoi pas? Alors, si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans la mobilité en général et donc l'automobile, toutes les nouveautés de l'automobile, en fait, sont à Vegas. Enfin, le salon de l'automobile, c'est plus à Genève, c'est à Vegas. La mobilité a bougé. Là, ce que j'ai vu dans les awards, parce que j'ai passé un petit temps à regarder, vous n'avez pas encore eu le temps parce que vous travaillez, mais vous avez notamment des choses sur le bateau électrique. Donc, donc évidemment, on ne les voit pas en vrai, c'est des miniatures, mais il y a quand même des choses autour de ça. Sur le nettoyage aussi des mers, vous avez des choses autour de ça. Donc, je pense que le nautisme, en termes de s'il y a des innovations, notamment liées au numérique et à la tech, n'échappera pas à venir faire un petit tour au CES. Et la deuxième question. Alors, oui, excuse-moi, Laurent. Ouais. Oui, Laurent, on est en train de travailler sur l'économie bleue de la région, l'économie maritime en général, pas que le nautisme. Et je pense à la propulsion vélique, justement, bateau électrique, mais pas que plaisance, etc. Et ça pourrait être un sujet, justement, de regarder, aller en groupe sur ce volet innovation
maritime en général. C'est un vrai sujet dans le maritime. En fait, il y a deux notions. Il y a la notion de la gestion de la data, une nouvelle fois, puisque ça fait partie des choses qui vont être essentielles dans les transports, dans les énergies renouvelables, des choses comme ça. Donc, c'est des points majeurs. Il y a aussi toute la partie connecteur, parce qu'on a besoin de beaucoup de connecteurs dans un bateau pour savoir s'il va bien, si la coque va bien, si la corrosion n'est pas en train de l'attaquer trop fort, s'il y a besoin de faire quelque chose dans les hélices. Et il y a plein de boîtes sur la région du Grand Ouest qui sont travaillées sur ces sujets-là. Mais je pense que le lien qu'on pourrait faire avec le CES par rapport à ça, c'est justement cette appropriation de la data pour anticiper, pour être en prédictive, à la fois sur du fonctionnement ou sur de l'obsolescence de matériaux. On a eu quand même un client, un exposant qui s'appelle Ocean Grazer, qui travaille aussi sur comment optimiser les éoliennes en mer, puisqu'une éolienne fonctionne quand il y a du vent, quand il n'y a plus de vent, ça marche moins bien. Et c'est une façon aussi de gérer de la data et de gérer la puissance marine pour faire de l'énergie renouvelable. Il y a plein de choses, mais on est vraiment sur n'oublions pas qu'on est sur un consumer show. On est d'abord, peut-être la différence avec Vivatech, c'est ça aussi. Vivatech est très tech. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs qui se parlent entre eux. Donc comme avec Laurent, de temps en temps, on a du mal à les comprendre. Sur le CES, on a quand même une relation client. Et donc un comportement client, une valeur d'usage dans les innovations, et c'est ce qu'on vient chercher aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi on n'a pas en France cette approche-là. On est très bon en sciences, on est très bon en ingénierie. En marketing et en commerce, parfois on est un peu moins bon, donc pour faire le choix, on est parfois un peu à la traîne. Moi j'avais une question pour Michael, je ne me rappelle plus laquelle. Il y a un sujet que je veux absolument... Si, parce que tu as parlé des tendances. Et il y a une tendance qui me semble pas être hyper claire là sur le salon, qu'on peut peut-être trouver plus en Europe. C'est sur la transformation environnementale, où on se trouve, et je trouve que c'est un peu timide sur ces sujets. Alors, oui et non, parce que la décarbonation quand même est au centre de nombreuses startups et grands groupes en fait. Il n'y a pas un grand groupe aujourd'hui qui échappe à cette thématique. Donc non, je pense qu'en effet, il y a deux choses. Et si on se dit des vérités, on a des grands groupes qui ont beaucoup déprogrammé dernièrement, et ces grands groupes présentaient beaucoup de choses sur la décarbonation de manière générale. Donc elle est un peu moins visible sur LVCC en ce moment. Et sur la partie startup, non, il y a beaucoup de choses qui se font. On va encore le rappeler une dernière fois, mais obligatoirement, quand on vendait il y a 55 ans des téléviseurs, là, tout d'un coup, et pour vous donner un ordre d'idée de comment ça avance, il y a 5 ans, une entreprise à impact ou autre n'avait aucun lieu de citer ici. Et là, on voit aujourd'hui qu'il y a une tendance qui est très, très forte, et la pandémie accélère cela encore, sur tous ces sujets à impact, et il faut qu'ils éclosent tout doucement, mais obligatoirement. Un peu comme pour le nautisme, c'est des choses qui vont voir le jour. Et on sait que même si c'est timide aujourd'hui et qu'il n'y a que quelques dizaines de startups, demain, ça représentera des choses qui seront fondamentales et centrales dans la culture du CES. Ok, donc merci Michael. Est-ce que quelqu'un veut intervenir Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà Est-ce que Sabrina a des choses à nous... Est-ce que Alexandre pourrait bien partager aussi son expérience du CES? On demande cela dans le chat. Est-ce que Alexandre est en ligne? Non, bah... Bonjour, si, je suis là. Ah oui, bonjour Alexandre. Ouais. Alors, en fait, moi, je ne suis pas sur le CES, je suis remote CIS et mes collègues là sont en train de faire le boost. Nous, c'est la première fois qu'on va au CES. Donc, en fait, si les gens ne connaissent pas Golem, on fait de la simulation de foule en fait, en 3D, donc à la base, surtout pour les films, les séries télé et les jeux vidéo. Et en fait, il y a un marché qui se crée qui est celui de l'entraînement des voitures autonomes ou d'autres objets qui ont besoin d'intelligence artificielle, qui est la donnée synthétique. Donc, c'est-à-dire que pour entraîner des voitures à conduire avec des gens autour, il faut beaucoup d'images, en fait, de données. Et donc, c'est compliqué à acquérir. Et puis, il y a certains types d'entraînement où on ne voudrait pas trop acquérir cette donnée-là. C'est-à-dire que dans le cas où il va se passer un accident dans la seconde d'après,
on n'a pas envie de vivre ça dans la vraie vie. Donc, on préfère le faire avec des données synthétiques. Donc, en gros, c'est-à-dire des images produites en 3D. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé au CES cette année. Donc, conditions pas faciles, mais en même temps, de ce que j'ai vu de la discussion avec mes collègues et du compte-rendu de visite d'hier, bah, ça permet le fait qu'il y ait moins de monde, en fait, comme on disait avant, ça permet de prendre des contacts en fait un peu plus facilement, parce que les gens ne sont pas abasourdis de visite, donc ils ont plus le temps pour discuter avec nous, donc ça marche plutôt bien. Donc on est sur le stand Business France Automotive. Donc c'est pas le gros stand French Tech à Eureka Park, mais c'est celui qui est au West Hall, là où il y a toutes les boîtes d'automobiles. Et bah, je pense pour ce marché-là, c'était vraiment un très bon emplacement parce que moi, ce que je fais, c'est du repérage en fait des boîtes à aller voir, etc. Et j'ai juste à tourner autour du stand et à leur dire allez là, allez là, allez là. Et tous les gens qu'on veut voir sont juste à côté. Donc c'est vraiment, je pense que c'était le bon salon pour prendre la température dans ce marché. Ok, merci beaucoup. Valérie Dupont de Banque Pop a une question. Alors Valérie, peut-être que vous pouvez la poser directement. Non, on prend plus les questions de Banque Pop. Ah bon? Oh là là, Non, non, Laurent, tu es dur, tu es dur. C'est pour ça que... Bon, alors néanmoins, j'insiste, si Valérie veut poser sa question directement, Allez, Valérie. hein, on accepte. Bonjour à tous. J'avais une question sur le travail à distance. Il me semblait qu'il y avait des stands prévus en termes d'innovation sur le travail à distance. BPGO et toutes les entreprises présentes sont très concernées par ces sujets. Et nous, les managers, d'autant plus, parce que ce n'est pas toujours évident pour nous. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a pu rencontrer des innovations en termes de travail à distance. Je crois qu'on va demander à Michael. Je pense qu'il vous sera fait une restitution rapidement chez BPGO. C'est un sujet que l'on a abordé lors du débrief hier soir et bien évidemment, la Covid et le télétravail sont au cœur obligatoirement des débats ici avec plusieurs innovations, des innovations à la fois sur la connectivité, sur le bien-être chez soi, sur la déconnexion aussi. Ce sont trois sujets qui sont vraiment essentiels. Pour vous donner des petits ou peut-être un seul exemple, on avait quelque chose qui est tout bête hier, mais on avait un stand, c'est un pied pour les écrans d'ordinateur qui va se mettre directement à niveau en fonction de votre posture en fait. Donc pour éviter bien évidemment tout ce qui est lordose, etc., donc des problématiques qui sont liées au dos, on va avoir un pied qui va se remettre à la bonne hauteur avec la bonne inclinaison et qui va vous pousser quelque part à avoir une meilleure posture et tout ça. Ça c'est top. Michael, on a perdu le son là. On a perdu le son. Et il y a... Oui, faut qu'il nous regarde. Il n'y a plus le son, il n'y a plus le son. Daniel, tu veux pas faire quelque chose? On n'entend plus, on n'entend plus. Là, ouais, vas-y Daniel, approche-toi. Daniel, on n'entend plus. Ah, puis alors, non, Laurent, on n'entend plus. Approche-toi Daniel, approche-toi. On n'entend plus. Ah, voilà, on n'entend pas. Non. Bah ouais. J'ai plus le micro maintenant.
Est-ce que vous entendez? Oui. Ou pas? Mon micro marche plus. J'ai plus le choix du micro de base. Donc, C'est Microsoft. Hein. plus. Mettez dans le chat. Ben, voilà. Sinon, tu essaies de mettre un casque pour leur tirer. Ah, ok, Julie. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que tu peux brancher ça en USB? Oui, en tout cas. Ça sera alimenté. Smartphone connected. Est-ce que vous nous entendez à nouveau? Oui. C'est reparti? Oui. Est-ce que là, ça marche? C'est mieux? Oui. Ah, ok. Oui, alors excusez-nous, on a eu un petit problème technique. Hein, c'est les merveilles du Bluetooth, on connaît ça, nous, dans l'électronique. C'est absolument ingérable. C'est pas grave. On a juste un tout petit souci, c'est que dans 5 minutes, on a un meeting qui commence. Il faut quand même qu'on travaille un petit peu. Ouais. Je sais que Anne souhaitait qu'on fasse part des prochains événements de l'IOC. Je ne les ai pas tous en tête. Je sais qu'il y a un truc le 18 janvier. Je vais le laisser. Si tu veux, oui. Oui. Tu veux que je prenne la main? Oui, alors avant tout, je voulais remercier tous les gens tous nos partenaires et speakers qui ont accepté de jouer le jeu de cet événement qui est un peu particulier quand même, on ne l'avait jamais fait. Donc merci à Michael, à Marc, à Emmanuel, à Bruno, à Pierre, à Julie qui est quelque part, à Cyril, à Fred Rivard et Sabrina surtout qui a fait un super boulot qui nous a vraiment entertainés. On se croirait vraiment aux US. Hein. Elle est vraiment en charge de la transformation numérique et d'innovation, ça se voit. À la BPGO, vous êtes bien servis. Donc je laisserai pour terminer Anne nous faire part du programme, du menu. Mais nous, on devra vous quitter à 30 de toute façon. Voilà. Merci. Ok, Laurent. Ok, Laurent. Merci. Donc, rapidement, les dates des prochaines rencontres d'International West Club. Le 18 janvier, Bruno Voisard en parlerait évidemment beaucoup mieux que moi. Bruno, si tu veux dire 2 mots. Il y a la prochaine matinale dirigeant au sein de l'entreprise Swipe. Bruno, si tu veux dire 2 mots de ces matinales dirigeants. Eh ben moi, je conseille fortement d'y venir pour ceux qui peuvent et en ayant bien regardé le thème, puisqu'il s'agit de répondre à des questionnements de l'entreprise qu'on visite. Donc, il y a à la fois l'intérêt de connaître mieux un des membres du club, mais aussi de l'aider dans ses réflexions. Ok. Le 25 janvier, on enchaînera avec la thématique Afrique, avec une rencontre du Club Afrique Focus Maghreb, donc les opportunités d'affaires sur le Maghreb, avec bien sûr tous nos partenaires et experts basés sur place en direct avec vous tous, tous les participants. Le 25 février, on enchaînera avec une rencontre du Club Asie, d'IOC. Le 1er mars, ce sera le Club Amérique latine. Et le 3 mars, une rencontre du Club Europe. Comme vous l'avez compris, le Club Export International West Club comporte des groupes par thématique pays. Donc le 3 mars, c'est le Club Europe qui se retrouvera autour d'un focus Kazakhstan, Ukraine, Biélorussie, Géorgie. Voilà, donc comment on fait pour exporter, pour aller s'implanter, exporter ou s'implanter dans ces pays-là. Voilà, je ne sais pas si mes collègues sont connectés, elles peuvent bien sûr apporter toutes les précisions. Alors, j'ai quelque chose à rajouter concernant les US, c'est que nous avons un nouveau membre qui est le groupe Jeannot, les fenêtres Jeannot, qui pense à s'implanter aux États-Unis, donc est dans une phase de réflexion très avancée. Et on se demande si très rapidement, il ne faudrait pas faire là aussi une rencontre dirigeant, toujours pareil, donc explication sur ce qu'est l'entreprise, c'est rapide, et sur sa question et comment pénétrer les États-Unis. Donc, soyez à l'écoute, vous qui êtes beaucoup des spécialistes, parce que ça va être un sujet qu'on va lancer très vite avant qu'ils prennent leur décision, qui devrait être vers fin avril.
Très bien. Voilà. Daniel, je te laisse le mot de la fin avec Laurent et Christophe. Voilà. Merci à tous, à tous les participants. Et puis merci surtout à Laurent de son organisation sur place et tous les gens qui l'entourent, y compris BPO. Ouais, c'était super. Donc, bon après-midi à tous nos amis de Las Vegas. Puis nous, bonne soirée à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée. Merci.